Bienvenue sur Europe 1 et bienvenue sur CNews. C'est Punchline été jusqu'à 19h. Je vous présente mes invités du soir, Mathieu Hoc, Arnaud Klasfeld, André Verlini et j'accueille avec beaucoup de plaisir Emmanuel Alioua, représentante officielle du protocole israélien 6C. Soyez la bienvenue. Merci. Je veux absolument que vous soyez avec nous puisqu'on va évoquer dans quelques instants la situation au Proche-Orient et Gérard Vespierre, géopolitologue, grand spécialiste évidemment. Merci et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler donc du Proche-Orient aujourd'hui. C'est le 300e jour sans les otages depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est fendu d'une communication sur X. On va la découvrir tout de suite. David Poujol, qui m'aide à préparer cette émission, nous diffuse cette communication d'Emmanuel Macron. Nous pensons avec émotion aux otages retenus depuis 300 jours par le Hamas. La France continue d'œuvrer pour que tous soient libérés. Ainsi parle Emmanuel Macron. Aujourd'hui, à Téhéran, une immense foule a participé aux funérailles du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, tué, on se le dit, dans la capitale iranienne par une frappe imputée à Israël. Une cérémonie marquée par des appels à venger sa mort. Tsahal qui a annoncé également la mort aujourd'hui d'un nouveau chef du Hamas, le 4e depuis le 7 octobre. On voit tout cela avec Marie-Lise Chevalier et on en parle avec mes invités. C'est une nouvelle victoire pour Tsahal. L'armée israélienne a annoncé la mort de Mohamed Diab el-Masri, aussi appelé Mohamed Deif. Il était le chef des brigades Ezzedine al-Qassam, la branche militaire du Hamas. Organisateur de plusieurs attentats en Israël, il a été ciblé par une frappe à la mi-juillet. C'est le ministre de la Défense israélienne qui l'a annoncé sur X. Mohamed Dief, l'Oussama Ben Laden de Gaza, a été éliminé le 13 juillet 2024. Il s'agit d'une étape importante dans le processus de démantèlement du Hamas en tant qu'autorité militaire et gouvernementale à Gaza. L'establishment de la défense d'Israël poursuivra les terroristes du Hamas, à la fois les planificateurs et les auteurs du massacre du 7 octobre. Nous ne nous reposerons pas tant que cette mission n'aura pas été accomplie. Depuis les attaques du 7 octobre, l'armée israélienne a éliminé 4 des principaux chefs du Hamas. En janvier dernier, Saleh el-Arouri, considéré comme le numéro 2 du Hamas, était abattu au sud de Beyrouth. Fin mars, des frappes israéliennes à Gaza anéantissaient Marwan Issa, alors commandant adjoint de la branche armée du Hamas. Il est considéré comme l'une des têtes pensantes du 7 octobre. Dans la nuit du 30 juillet, c'est Ismaël Haniyeh, chef politique du Hamas, qui a été tué. Désormais, Tsahal Trakia Sinowar, actuel chef du bureau politique du Hamas, l'homme reste introuvable et serait probablement dans les tunnels de la bande de Gaza. Emmanuel Alioua, je le disais, c'est le 300e jour sans les otages. Une manifestation, un grand rassemblement est prévu en ce moment même, au moment où on se parle à Tel Aviv. C'est important de souligner dans ce contexte, avec ces 2 frappes chirurgicales qui sont intervenues, même si le Premier ministre israélien n'a rien dit, évidemment, sur ces frappes. Mais c'est important de ne pas oublier et de souligner. Pour les Israéliens, oublier est de l'ordre de l'impossible, de toutes les façons, comme pour la plupart des soutiens ou des citoyens de confession juive. On vit avec au quotidien. Manifester pour eux, de toutes les façons, le temps est suspendu depuis le 7 octobre en Israël. On est tous dans l'attente que quelque chose de résultat effectif. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est très long, 300 jours. Je pense qu'on ne se rend pas compte que des êtres humains sont enterrés depuis 300 jours. Et ce que ça peut vouloir signifier, évidemment. Et il y a eu ces 2 frappes chirurgicales qui sont intervenues. Il était temps, parce que je pense qu'aussi bien au sein de l'armée que de la population israélienne, le temps commençait à paraître extrêmement long et qu'il fallait redonner un peu de souffle et d'espoir. Et je dois dire que depuis hier, je l'ai déjà dit hier, on respire un petit peu moins mal. Et on est très impatient que Sinwar soit le prochain. Arnaud Klasfeld. C'est une bonne nouvelle que les têtes pensantes du Hamas et du Hezbollah soient éliminées. C'est une guerre, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans une guerre, il faut éliminer ceux qui sont dangereux. Et ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux, qui sont courageux, qui sont motivés, qui sont passionnés par la destruction de l'État d'Israël et qui sont des barbares. Et juste avant de venir, je parlais avec mon père qui me montrait qu'il y avait un ouvrage qui avait été écrit sur les otages. Comment certains essayaient de négocier la tête d'un soldat qui avait été tué, 10 ou 20 000 $. Finalement, ils ont réussi à récupérer la tête, mais ce sont des barbares. Quand j'étais à l'armée en Israël, il y avait un soldat qui avait été pris à Gaza, qui avait été tué. Il a fallu récupérer le foie
le foie était vendu ou échangé contre des prisonniers, je ne me rappelle plus. Ce sont des barbares. Ils sont peut-être très gentils dans la vie courante, ils sont gentils avec leurs enfants, ils doivent caresser leurs chats, mais dans le combat qu'ils mènent contre Israël, ils sont motivés, et une grande partie du monde arabe est motivée par la destruction de l'État d'Israël. Et j'invite les auditeurs et les téléspectateurs à prendre une carte et à voir comment Israël est tout petit et entouré de grands pays qui sont des pays très peuplés. On prend la Turquie, 100 millions, l'Iran, 100 millions, l'Égypte, 110 millions. Bon, il y a la paix avec l'Égypte, c'est une bénédiction, mais les masses arabes n'ont pas été éduquées dans l'acceptation du peuple d'Israël, du peuple juif à habiter au Moyen-Orient. Et je te dis toujours, ce sont deux légitimités qui s'affrontent, le peuple palestinien et le peuple israélien, mais il faut trouver un compromis. Mais ce compromis, les masses arabes et les peuples palestiniens ne le veulent pas et voient dans le peuple juif sur la terre du Moyen-Orient un péché contre Allah, et l'islamisme radical est motivé pour faire disparaître l'État juif. Et c'est un problème parce que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Israël est fort encore, mais dans un siècle, et ces pays se disent, on a chassé les croisés, on chassera aussi les juifs. Alors, je le disais, Arnaud Klarsfeld, une immense foule a participé aujourd'hui aux funérailles du chef du Hamas. Une cérémonie marquée donc par des appels à venger sa mort. Et le Hamas appelle à des manifestations demain pour l'enterrement de son chef. Est-ce qu'on peut craindre un embrasement? Je vous ai déjà posé la question, Gérard Vespierre. Écoutez, l'embrasement est toujours possible à partir du moment où on parle de probabilité. La probabilité, à mon avis, est faible, mais elle existe. Alors, elle existe, on ne peut pas la nier. On ne peut pas la nier, mais à mon avis, elle est faible parce que l'action qui a été menée est premièrement une action politique avec un tout petit moyen militaire. Elle est avant tout politique et elle était annoncée depuis le 8 octobre. Il était clair que le gouvernement israélien avait annoncé que l'ensemble des responsables du Hamas allaient être poursuivis, entre guillemets. Donc ça, je pense que c'est incontournable. Maintenant, il n'y a eu aucun blessé, aucun mort iranien dans cette opération. Donc, oui, c'est ce que je disais, ce sont deux frappes chirurgicales. Voilà, absolument. Donc, avec pas de dommages collatéraux. Il n'y a pas de dommages collatéraux, donc il y a une blessure d'amour-propre, effectivement, de l'Iran, de voir que finalement, ces installations destinées à recevoir des étrangers sont noyautées, sont infiltrées par des services étrangers, puisque là, maintenant, on a une indication très importante que c'est une bombe placée à l'intérieur de l'habitation qui a donc tué le responsable du Hamas, et non pas une frappe comme les Iraniens avaient annoncé, un raid où on avait interprété donc une frappe extérieure d'un missile. Non, c'est une explosion d'un dispositif placé à l'intérieur. Placé il y a 2 mois d'ailleurs. Oui. Ouais. Donc voilà. Donc c'est difficile, à mon avis, de prévoir la réaction iranienne. Elle peut être de plusieurs aspects, soit d'être tenté d'intervenir à l'extérieur d'Israël, comme les Israéliens sont intervenus à l'extérieur d'eux-mêmes, de leur pays, donc peut-être de frapper en Indonésie, en Inde et en Turquie, comme ils ont déjà eu l'occasion éventuellement de le faire, et aussi peut-être de mobiliser leurs milices Hezbollah, et donc sur des frappes militaires. Donc il y a différentes possibilités d'action, et je terminerai en disant que dans le grand Moyen-Orient, effectivement, il peut se passer des choses. Parce que regardez ce qui était en préparation, l'accord Abraham entre Tel Aviv et l'Arabie Saoudite. C'était en préparation. Le jour où, et vous connaissez mon attachement à la cause iranienne libre, eh bien le jour où le régime iranien basculera, on retrouvera les relations Iran-Israël comme elles étaient du temps du Shah. Donc tout cela n'est pas inscrit dans le marbre, la rivalité n'est pas inscrite dans le marbre pour toujours. Alors, je vous redonne cette information, je vous donnais dans le journal, en commençant cette émission, le Premier ministre israélien a indiqué aujourd'hui qu'Israël était quand même à un niveau très élevé de préparation pour n'importe quel scénario, tant défensif qu'offensif. C'était un communiqué de son bureau. Écoutez ce qu'a déclaré le chef du Hezbollah, justement, pour mesurer
l'embrasement ou pas embrasement, mais écoutez-le. L'ennemi et ceux qui sont derrière l'ennemi doivent attendre notre réponse inéluctable. Il n'y a pas de discussion ou d'argument à ce sujet. Et les jours et les nuits à venir, ainsi que le champ de bataille, le prouveront. Voilà, menace, prise de parole du chef du Hezbollah. Sans trop de surprise, on est dans de la communication aussi, Mathieu Hoc. On est dans de la communication, mais surtout on a l'impression que Israël est victime d'un deux poids deux mesures vis-à-vis de la part de ses détracteurs. En fait, lorsque Israël, qui a subi, on va dire, la pire attaque depuis, le pire attaque contre le peuple juif depuis la Seconde Guerre mondiale, avec les attentats et les crimes contre l'humanité du 7 octobre, lorsque Israël cherche à éradiquer le Hamas, parce que de toute façon, tant que le Hamas sera à Gaza, il ne pourra pas y avoir de paix entre Israël et la Palestine. On a l'impression que dès qu'il cherche à éradiquer le Hamas, il y a un deux poids deux mesures. Pourquoi ? Parce que s'il mène des opérations à Rafah et à Gaza, ses détracteurs l'accusent de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire de génocide pour certains. Et si par cas ils font des attaques ciblées, proportionnées, comme ça a été le cas contre les leaders du Hamas, en disant on distingue la population civile de Gaza et les dirigeants du Hamas, donc en l'occurrence les dirigeants de la branche politique et de la branche militaire, les détracteurs d'Israël vont dire Israël joue à régionaliser le conflit, joue la stratégie de l'escalade pour impliquer d'autres pays dans le conflit. Alors qu'en réalité, Israël n'a pas intérêt à régionaliser le conflit, puisque comme vous l'avez rappelé, Israël est entouré d'ennemis et entouré notamment de pays, notamment ce qu'on appelle l'arc chiite, l'Iran, la Syrie et le Hezbollah, qui sont des ennemis beaucoup plus puissants que ne peuvent l'être le Hamas. Je vous donne la parole dans quelques instants, André Vallini, puisque je ne vous ai pas encore interrogé sur le sujet, mais Maureen Vidal est arrivée à l'instant même pour faire un nouveau tour de l'information. Maureen Vidal. Les vols pour Tel Aviv suspendus jusqu'au 8 août. Le groupe aérien européen Lufthansa a pris cette décision en raison de l'évolution actuelle au Proche-Orient. Les liaisons vers Beyrouth ont également été suspendues jusqu'au 12 août inclus. Des pluies d'une incroyable intensité en Chine en début de semaine. Au moins 30 personnes sont décédées et 35 disparues après des précipitations records en 24 heures. Les autorités avaient dépêché en urgence plus de 5000 secouristes et plus de 11 000 habitants ont été évacués. Actualité JO à présent, tennis de table, Félix Lebrun a qualifié pour les demi-finales du simple homme. Le 5e mondial a battu 4-3 le Taïwanais Lin Yunju à l'Arena Paris-Sud. Il affrontera au prochain tour le Chinois Fan Zhendong et le Japonais Tomokazu Harimoto. Et à noter également Thierry, la médaille d'argent de Titouan Castrig dans l'épreuve de kayak slalom. 27e médaille dans la délégation française et la première de la journée. Option japonais Très certainement, au bac, Maureen Vidal. Je ne sais pas. En tout cas, pas au lycée. Vous savez que vous m'impressionnez quand même. C'est vrai ? Oui, parce que je ne suis pas capable. Ça me flatte, Thierry. Non, vraiment. Bravo. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes sur Europe 1, vous êtes sur CNews et on débat évidemment sur... Pardon ? Pour le ping-pong ? Oui. Quand on était petit, d'ailleurs, sur ce plateau, il y avait un joueur de tennis français qui s'appelait Secrétin. Jacques Secrétin. Voilà, et vous savez, pour la petite anecdote... Tout le monde s'en souvient, parce que dans la cour d'école, Secrétin, Arnaud Clasfeld. 07. Mon papa m'avait offert une raquette pour jouer au ping-pong, et c'était la raquette de Jacques Secrétin. Une réplique, Signée. Voilà. Donc ça me touche. C'était un grand champion. Et c'était un grand champion, évidemment. Tout le monde s'en souvient, en tous les cas. Donc vous êtes toujours sur Europe 1, toujours sur CNews, avec moi, Mathieu Hoc, Arnaud Clasfeld, André Vallini, Gervais Pierre et Emmanuel Alluat. Et merci pour la référence. C'est vrai que ça me touche en plus. André Vallini. Ce qui touche à la jeunesse touche après un certain âge. Oui, c'est ça. Ça, c'est une mauvaise chute. Oui. Pourquoi je m'inclus dedans C'est par rapport à mes cheveux blancs, voilà. Je comprends. Penser au passé donne des émotions. C'est vrai. C'est son passé. Exactement, et ça m'a touché. Merci beaucoup, Arnaud Clasfeld. Votre regard, André Vallini, sur cette situation au Proche-Orient. Il se passe beaucoup de choses, là, évidemment, avec cette potentielle crainte de l'embrasement, même si Gérard Vespierre est plutôt prudent et... On a eu l'exemple du mois d'avril, où il y a eu 350 missiles et drones qui ont été envoyés par Téhéran vers Israël. 3 sont arrivés. Il y a eu un bouclier international anti-balistique qui était extraordinaire. Donc, voyez-vous, c'est pas parce qu'il y a éventuellement une action militaire importante qu'il y a des catastrophes en face. André Vallini. Oui, moi je partage l'analyse qu'on vient d'entendre sur le risque d'embrasement qui ne me paraît pas démesuré, mais je veux quand même
commencer par penser aux otages et aux familles des otages. C'est un calvaire épouvantable que vivent ces familles. Moi, je pense à ces 2 Français et à tous les otages qui sont retenus sans doute dans des conditions inhumaines et à l'attente des familles de la libération de ces otages. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je veux saluer une nouvelle fois l'efficacité incroyable des services de sécurité israéliens, de l'armée israélienne, pour arriver à réussir ce genre d'opération ciblée sur des barbares, comme l'a dit Arnaud Klarsfeld, en espérant que le prochain sur la liste soit le sinistre Nasrallah qu'on a vu à l'instant. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'est que je me demande dans quelle mesure, mais ça je vous pose la question, vous connaissez mieux le sujet que moi, dans quelle mesure la décapitation, si j'ose dire, du Hamas ou du Hezbollah, en tuant ses chefs militaires ou politiques, peut déstabiliser le Hamas et le Hezbollah. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'un chef éliminé, un autre chef lui succède aussitôt? C'est effectivement une probabilité. D'abord, elle s'est déjà déroulée de cette façon-là depuis 8 mois. Et la difficulté que je vois poindre, c'est qu'Israël avait un choix. Israël avait l'information de pouvoir éliminer effectivement NIA. Et en faisant cela, il est bien évident que maintenant, les négociations avec le Hamas et les libérations d'otages deviennent beaucoup plus difficiles. Donc la ligne de libération dans le calendrier s'éloigne. Il y avait un choix à faire. On a l'information, effectivement, que vous venez de le dire, très bien recueillie par le Mossad et organisée. C'est une opération fabuleuse de déposer une bombe dans un appartement qui appartient au régime iranien. C'est incroyable. Et le fait d'avoir ce choix à faire, il a été choisi le court terme en disant on a l'information, on opère, mais peut-être qu'en contrepartie, la libération des otages va devenir plus compliquée. Et d'ailleurs, le Qatar a dit qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc ce n'est pas simplement l'analyse de Gérard Vespierre, il y avait le court terme et le long terme. Et donc, quand on prend l'exemple de Munich, n'est-ce pas? Les responsables des opérations et des attentats à Munich lors des Jeux Olympiques ont été rattrapés et éliminés des années plus tard. On affaiblit quand même l'adversaire. Ce sont des gens qui connaissent tout. Vous avez été ministre, disons, vous êtes ministre depuis 2 ans, vous avez un directeur de cabinet qui connaît tout, et on vous enlève votre directeur de cabinet. Bon, le temps que votre nouveau directeur de cabinet connaisse, soit au courant de... Pas où sont placées les bombes, mais où sont placés les dossiers, quel directeur d'administration il faut appeler, il doit se familiariser. Eh bien, ça affaiblit l'adversaire pour un certain temps. Mais c'est une guerre qui dure depuis un siècle et qui durera sans doute encore un siècle. Donc, c'est une bataille en avant sans savoir quelle sera l'issue. Emmanuel Alua, on sait que le Premier ministre israélien joue gros, puisqu'au lendemain du 7 octobre, il avait annoncé qu'il répliquerait sans cesse. Exact. Et qu'il était contesté. Il a été contesté. Et il l'est, toujours, évidemment. Et que là, il joue gros, ce qui explique peut-être également la nature de son intervention hier, que je vous propose d'écouter, et je vous fais réagir, puisque le Premier ministre s'est adressé aux Israéliens hier soir. On réécoute. Depuis le début de la guerre, j'ai clairement indiqué que nous luttions contre l'axe du mal iranien. Il s'agit d'une guerre d'existence contre des armées terroristes. Dans mon discours au Congrès il y a quelques jours, j'ai mentionné 3 branches principales de cet axe du mal. Le Hamas, les Houthis et le Hezbollah. Les 3 H. Ces derniers jours, nous avons porté des coups sévères à chacune d'entre elles. Et justement, pour bien comprendre l'état d'esprit des Israéliens et notamment des familles d'otages, je vous propose d'écouter le fils d'un otage. C'est terrible. Nous ne nous attendions pas à ce qu'autant de temps s'écoule. Nous attendons du gouvernement israélien qu'il fasse tout ce qu'il peut et au lieu de régler les comptes avec nos ennemis, de conclure l'accord, de le sceller, de simplement s'assurer qu'ils rentrent chez eux comme il se doit le plus tôt possible. Il ne faut rien faire d'autre qui pourrait le retarder comme tuer d'autres personnes, ce qui pourrait remettre à plus tard la conversation et freiner leur retour à la maison. Je trouve que ce témoignage est très fort. Oui. Il explique beaucoup de choses et résume parfaitement
l'état d'esprit, vous me dites si je me trompe, mais des Israéliens? Les Israéliens sont fracturés. On a les Israéliens qui sont au combat sur le terrain et qui, eux, veulent absolument aller au bout de cette guerre parce que leurs camarades ne sont pas morts pour rien, parce que ça leur semble le juste endroit où être, parce que ça leur semble ce qui doit être fait. Et on a effectivement des parents, comme chacun de nous a des parents, qui se disent que, quel que soit le prix, il faut que nos enfants sortent de cet enfer à Gaza. Et il y a, comme dans d'autres pays, une importante fracture au sein de la société israélienne vis-à-vis de ça. Mais les soldats qui sont au combat, pour la plupart, pour rien au monde, ne renonceraient à cette guerre contre le Hamas. Alors, c'est une guerre qui est probablement, comme l'a très bien dit Arnaud Klarsfeld, qui aura un succès très relatif, puisque combattre des bataillons, c'est une chose, combattre une idéologie, c'en est une autre, et que les choses changeront véritablement à Gaza quand on cessera d'apprendre aux enfants depuis des générations la haine de leurs voisins. André Vallini. Oui, je pensais justement aux dirigeants israéliens. Je sais que M. Netanyahou est très controversé, et sa politique est critiquée aussi, y compris en Israël. Mais vous imaginez le dilemme cornélien qu'a à vivre le gouvernement israélien, les membres du gouvernement israélien, entre les familles des otages qui disent de toute façon il faut obtenir la libération de nos enfants qui sont dans les couleurs de Gaza, et peu importe le prix à payer, et puis une autre partie de la société qui dit non, il faut en finir avec le Hamas. Ça doit être terrible pour un mais c'est l'ancien ministre israélien qui parle. Oui, c'est l'ancien membre du gouvernement que je suis. On n'a jamais eu à vivre ça dans les dernières années en France, et heureusement. Mais vraiment, je veux penser aux responsables politiques, d'ailleurs, pas seulement aux membres du gouvernement, mais aux responsables des partis politiques. Et Israël est une grande démocratie où tout le monde peut s'exprimer. Ça va être très, très, très compliqué aujourd'hui de faire de la politique en Israël. Mathieu Hoc, vous partagez ce regard, cette analyse d'André Vallini en tant qu'ancien ministre, évidemment. Je partage tout à fait l'analyse. Israël est une démocratie, l'une des seules de cette région, de cette partie du monde. Et comme toutes les démocraties, un leader politique doit des comptes à son opinion publique. Or, quand même, Benyamin Netanyahou s'est bâti une réputation d'homme fort jusqu'au 7 octobre, justement, d'homme avec une politique, je parle sous votre contrôle, une politique sécuritaire plus forte que ses prédécesseurs, notamment ses prédécesseurs de la gauche. Et donc, effectivement, l'attaque du 7 octobre a ruiné une partie de son capital politique. Et donc, maintenant, ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, c'est de laver, entre guillemets, cet affront qui lui a été fait par le Hamas, parce que, justement, les politiques sécuritaires qu'il a mises en place à Gaza et en Cisjordanie, du coup, n'a pas fonctionné du point de vue, notamment, d'une partie de la société israélienne. Ensuite, après, comme Israël est une démocratie, Benyamin Netanyahou doit des comptes à son opinion publique. Je prends l'exemple, notamment, de Golda Meir, qui, 50 ans avant Benyamin Netanyahou, avait aussi pratiqué une politique sécuritaire, on va dire, plutôt dure en Israël, et avait été rattrapée par, justement, l'attaque qui avait eu lieu en 1973, je crois, par l'Égypte et par la Syrie, et qui, justement, avait ruiné son capital politique. Donc, comme dans toute démocratie, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays du Moyen-Orient, où les autres pays du Moyen-Orient sont soit des dictatures islamistes, soit des pétromonarchies avec peu de place pour l'opinion publique, soit des pays, des dictatures autoritaires militaristes, Israël Benyamin Netanyahou doit des comptes à son opinion publique. Dernière question, Gérard Vespierre, et maintenant? Et maintenant, on l'a esquissé au cours de l'émission, le temps. Le temps. Dans combien de temps va-t-il être nécessaire? Et avant que André Vallini prononce le mot de dilemme, je venais d'écrire le mot dilemme sur mon papier. La société israélienne est dans un dilemme entre le court temps, le court terme et le long terme. Donc 300 jours, c'est long, c'est ce que disait Emmanuel Alioua, c'est long 300 jours. De cette intervention maintenant à Téhéran risque de prolonger, je ne dis pas risque de prolonger ce dilemme. Donc c'est effectivement une situation très difficile. Peut-être que demain matin, une intervention effectivement iranienne musclée ou généralisée va rechanger à nouveau la géométrie du problème, n'est-ce pas? Donc on est dans une situation aussi très très mouvante dans la géométrie politique et géographique. Donc combien de pays vont être éventuellement impliqués
dans des représailles, entre guillemets. Donc voilà, on est aussi... la situation d'Israël dépend entièrement de la réaction qu'on attend dans quelques heures, quelques jours. Emmanuel Alioua et Arnaud Glasfeld pour refermer cette page du Proche-Orient. Je comprends très bien que le dilemme, qu'on perçoive, vu d'Europe, le dilemme, je crois que les Israéliens sont plus pragmatiques que ça, c'est-à-dire qu'ils considèrent, en tout cas une certaine partie d'entre eux, non négligeable, que 300 jours après les kidnappings, les otages, il n'y en a plus beaucoup. Et que, de toutes les façons, il faut maintenant renvoyer l'ascenseur à ceux qui ont commis les agressions. Et un petit peu comme dans les tris qu'on peut faire en médecine de guerre, à un moment donné, il faut choisir. Et je crois que c'est une des forces aussi des Israéliens, avec tous les dommages épouvantables, mais qui font partie, qui sont inhérents à la société et à la guerre et à la façon dont vivent les Israéliens. J'avais tout à l'heure au téléphone le patron des pompiers de Tel Aviv en lui disant qu'il se préparait probablement des événements avec, plus larges que l'Iran, impliquant d'autres pays. Et il m'a dit, mais tu sais, on est prêt, on a l'habitude, de toutes les façons, on n'a nulle part d'autre où aller, c'est notre terre, et on va se battre. Arnaud Glasfeld, un dernier mot sur le sujet. D'accord avec ce que vient de dire Emmanuel. Quant au dilemme, je me pose la question quand même, parce que ça dépend sans doute des psychologies des hommes politiques. Churchill écrivait qu'il n'avait jamais été aussi heureux qu'en 40 ou 41 quand il se battait. Il est dans l'action, il faut aller de l'avant. Netanyahou aura des problèmes quand il quittera le pouvoir, sans aucun doute. Il y aura des commissions sur comment ça a pu se dérouler le 7 octobre, comme Golda Meir avait eu ce problème avec Moshe Dayan. Donc il est dans l'action, il se bat vaillamment d'ailleurs. Il est allé à Washington, il a parlé devant le Congrès. Il y avait eu 20-30% des démocrates qui n'étaient pas là, mais sinon, aucun homme politique n'a eu une telle ovation devant le Congrès américain. Donc il est vaillant. Et je ne crois pas qu'il ait tellement de problèmes moraux. Il voit sans doute le bien du pays sans trop se poser de problèmes sur les morts d'un côté comme de l'autre. Enfin, c'est une vision cynique de l'histoire et de la mentalité humaine, mais elle ne doit pas être tellement fausse.